Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. Vos clients potentiels vous ignorent. Ils vous ignorent parce que peut-être que vous avez déjà des clients ou peut-être que vous démarrez, peut-être que vous avez déjà une activité avancée, mais ce qui est sûr, c'est que vous pourriez toucher plus de monde et qu'il y a une partie de vos clients potentiels qui vous ignorent. Et ça, c'est un problème. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ils vous ignorent et comment y remédier grâce au storytelling de marque. En fait, l'autre jour, j'avais du mal à travailler. On était un dimanche et j'avais déjà fait une grosse semaine et je me suis dit, allez, je vais me donner bonne conscience, je vais travailler un petit peu sur l'ordi, dans le canapé, chez moi. Déjà, j'ai du mal à travailler dans le canapé, je sais pas vous, il y a deux écoles, ceux qui aiment bien les bureaux, ceux qui aiment bien travailler depuis la maison dans le canapé. J'ai beaucoup de mal au canapé. J'essaie de travailler et j'ai beaucoup de mal. Je m'interromps et j'ouvre plein d'onglets et finalement je vais sur YouTube et là je perds une demi-heure de plus et je reviens et j'y arrive pas et à un moment donné, boum, je craque, j'allume juste Netflix sur la télé. Ma femme arrive, elle me regarde sur Netflix, on parle un petit peu, on regarde une série ensemble et là j'ai un déclic. Je me dis attends, comment ça se fait que j'ai du mal à bosser, que je suis pas motivé pour ça, en tout cas pas aujourd'hui. En revanche, je suis capable de passer 8 heures devant Netflix. Ou ça peut aussi être les jeux vidéo pour certains. Il y a toujours un moment où on est capable de passer du temps. Quand on est dans une salle de cinéma, on est capable de rester 3 heures à regarder The Batman et à juste savourer le film sans penser à rien d'autre. Je me suis dit, c'est quand même dingue, ces éléments qui peuvent nous capter au point de tout oublier et d'être totalement focus. Si j'arrivais à avoir cette capacité de concentration pour mon business, ça changerait tout. Mieux que ça, si j'arrivais à capter l'attention de mes clients de cette manière-là ou de mon audience, de mes prospects, qu'est-ce que ça changerait pour mon business? Et là, j'ai réalisé ce qui pouvait tout changer à ce moment-là. Et je vais vous le partager dans cette conférence. Donc, bienvenue, on y va. Avant toute chose, qui suis-je? Je pense que c'est bien par courtoisie qu'on apprenne à se connaître. Donc je m'appelle Meryl Camus et il y a plusieurs manières de se définir. Moi j'aime bien dire qu'avant tout je suis un auteur. J'aime bien inventer des histoires, j'aime bien créer des choses. C'est aussi la première carrière que j'ai eue entre guillemets puisque j'ai publié mon premier roman à l'âge de 19 ans. Alors, j'ai pas fait fortune avec. Ça se saurait si l'édition permettait de gagner beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai écrit un roman, c'est un thriller fantastique qui parle d'un étudiant qui est capable de lire dans les pensées des gens, qui va traquer un criminel. Donc j'avais déjà une appétence pour les histoires à ce moment-là. Mais j'étais complètement loin de l'entrepreneuriat, du business et encore moins du storytelling. Mais déjà, il y a eu quelques bases qui ont été posées ici et qui, je ne le savais pas encore à l'époque, mais allaient me servir plus tard. Notamment dans ma carrière d'entrepreneur. Pour faire l'histoire courte, j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait c'était en 2013, j'ai quitté Sciences Po, j'avais mis beaucoup d'efforts pour intégrer cette école et j'ai découvert que ça ne me correspondait pas, que je voulais en fait entreprendre. J'ai quitté Sciences Po pour me lancer dans un modèle économique qui est le marketing de réseau. J'ai eu un bon succès dans cette industrie-là, j'ai avancé, j'ai beaucoup appris. Au final, j'ai découvert que si jamais je réussissais en marketing de réseau, si j'avais réussi à faire top 1% mondial de 2 compagnies de marketing de réseau, c'était essentiellement dû à une compétence qui était de transmettre des leçons, qui était de motiver les équipes, de convaincre les prospects, mais pas les convaincre avec un argumentaire de vente béton, juste de leur faire comprendre que c'était possible et de changer l'histoire qui se racontait sur eux et sur leurs possibilités. J'ai découvert que c'était ça le vrai pouvoir qui m'avait propulsé en marketing de réseau et c'est ce même élément qui m'a aidé ensuite en tant qu'entrepreneur. Depuis 3 ans, j'ai créé une école qui s'appelle le Funnel Network qui aide les distributeurs en marketing de réseau à se développer grâce au marketing digital. Et de plus en plus, les gens viennent me voir en disant « Meryl, comment tu fais pour capter l'attention? Comment tu fais pour transmettre tes idées ?» Et je vois un besoin ici. Donc j'accompagne également des personnes pour faire émerger l'histoire qu'il y a en eux et faire émerger leur singularité. Donc voilà où j'en suis, entrepreneur, auteur, entrepreneur et également karatéka. Je crois que c'est un des piliers de ma vie parce que les valeurs du karaté sont vraiment incroyables, que ce soit la persévérance, la résilience, l'amitié, le courage, etc. Il y a toute une liste de valeurs, un code moral un peu bushido, un peu samouraï. Eh bien, le karaté, c'est passionnant et évidemment, il y a un parallèle à faire. Quand je suis sur le tatami, quand je prépare mon passage de deuxième dan de karaté, ceinture noire deuxième dan, quand je le prépare, je sais que je fais attention à mes positions, je fais attention à mes déplacements, je fais attention aux fondamentaux. Et ça, je l'ai pigé parce qu'un jour, j'ai suivi un stage de karaté avec un grand maître français.
un des rares 9e dan. C'est même plus une ceinture noire quand on est 9e dan. C'est une ceinture rouge. Et je me dis, ouh, là, l'ancêtre, il va nous faire des techniques de fou. J'ai hâte de voir comment il s'entraîne. Et je le regarde un petit peu avant le stage. Il était en train de s'entraîner dans un coin du dojo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Oitsuki. Oitsuki, c'est quoi? C'est le coup de poing élémentaire de base qu'on apprend à peu près au premier cours de karaté, niveau ceinture blanche. Il fait que des séries de Oitsuki. Je me dis, mais attends, mais il y a un truc qui bug. Il est 9e dan. Comment ça se fait qu'il fait encore les éléments de base? Et ce jour-là, j'ai compris que si tu veux gravir les échelons, il faut avoir des bases solides, des fondations profondes. Ça m'a servi pour le karaté, bien sûr, et ça sert pour le business. C'est une des fondations profondes que je vous suggère d'avoir, c'est des histoires percutantes, un storytelling de marque. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà pour qui je suis. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'ai voulu rendre les choses un petit peu ludiques avec cette interface pour que vous soyez, comme moi, plongé dans Netflix. Mais un Netflix, on va dire, qui va servir votre business. En tout cas, je l'espère. Vos clients potentiels vous ignorent. Voici pourquoi et comment y remédier grâce au storytelling de marque. On va voir un certain nombre de choses. On va voir pourquoi est-ce que vos prospects vous ignorent ou comment vous pourriez les toucher davantage. On va voir les 7 étapes d'un storytelling de marque. Je vais vous partager quelques succès clients ou quelques exemples pour que ce soit un peu plus parlant, un peu plus concret, qu'on ne soit pas trop dans le théorie, du storytelling, etc. Et enfin, je vous proposerai d'aller plus loin juste après. Alors, je regarde au niveau timing où j'en suis, ok. Hop. On va commencer par le pourquoi, comme dirait Simon Sinek. Donc, pourquoi on nous ignore? Sachez une chose. Est-ce que vous savez, alors je viens de l'afficher à l'écran en fait, le timing est mauvais. J'allais vous demander, est-ce que vous savez la durée d'attention moyenne qu'un être humain possède? La réponse, vous le voyez, c'est 7 secondes. Mais 7 secondes, on pourrait dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est quoi? Non, dans les années 90, la durée d'attention moyenne était de 9 secondes. On a chuté de 2 points en une vingtaine d'années. Ce qui est dramatique, notre attention a durement chuté. Pour vous donner un comparatif, la durée d'attention moyenne d'un poisson rouge, c'est de 8 secondes. Donc en 20 ans, on est devenu moins attentif que les poissons rouges. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Qu'est-ce que ça dit sur votre audience, sur vos clients potentiels? Ça dit qu'on est sursollicité. Ça dit qu'on a une durée d'attention moyenne qui baisse de plus en plus. Il faut vite capter l'attention. Et comment on capte l'attention? Je crois que vous l'avez deviné. Avec les histoires. On va y venir dans un instant. Mais c'est super important de capter l'attention. On est dans un monde où actuellement, le format qui est en tendance, ce sont les shorts, les TikTok, les réels. Pourquoi? Parce que ce sont des micro-contenus, des micro-formats. Ça répond à une demande suite à ce déficit d'attention finalement. Et c'est pas ni bien ni mal, il faut juste composer avec et il faut en être conscient. Donc 7 secondes, premier chiffre que je voulais vous donner. Deuxième chiffre, 70. 70%, c'est quoi? Eh bien, des études ont démontré que 70% du temps, l'être humain était en train de rêvasser. Daydreaming en anglais. On pense à rien. En fait, c'est un mécanisme de notre cerveau, parce que notre cerveau, il pense à une chose, c'est notre survie et conserver des calories. Donc, dès qu'il peut se mettre en mode off, il le fait. C'est ça qui fait notre cerveau. Et donc, 70% du temps, il se met en mode off. C'est-à-dire qu'on est en train de conduire, boum, on ne fait pas attention, on est déjà rentré chez nous. Ou alors, notre cerveau va se dire, et si je nous mettais cette petite musique entêtante dans la tête et que je te la diffusais en boucle? C'est ça le rêvasser en fait. 70% du temps, le cerveau est en mode rêvassage pour en fait s'économiser. Sinon, on deviendrait fou si on était 100% focus tout le temps, on serait complètement épuisé. Donc 70% daydreaming. Ça, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un truc qui permet de casser cette rêverie et de capter l'attention à 100%. Je vous donne un indice, quand vous êtes au cinéma, vous pouvez rêvasser toute la journée. Quand vous êtes au cinéma, pendant 2 heures, vous êtes ultra focus. Comment ça se fait? Parce qu'on s'immerge dans une histoire. C'est même pas qu'on nous raconte une histoire, c'est qu'on s'invite dans une histoire. On se met à la place du héros. Qu'est-ce que ça dit sur ce qu'on peut faire avec nos prospects, notre audience, nos clients? Dernier chiffre, donc 7 secondes, 70 et là 700 pour rester dans les 7. 700, c'est au minimum le nombre de messages publicitaires qui nous sollicitent chaque jour. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le métro, dans la rue, partout. 700 messages publicitaires. Minimum. On est plutôt sur 1000, 2000. Certaines estimations vont jusqu'à 5000. Et aux États-Unis, a priori, c'est encore pire. Donc, on est sursollicité. On voit des marques en permanence. Le truc, c'est que
il y a beaucoup de budget marketing qui est dépensé bêtement ici, qui est gaspillé. Parce que les marques ne communiquent pas toutes clairement. Si vous voulez vous démarquer parmi les 700 messages publicitaires ou plus que votre prospect reçoit chaque jour, il faut que ça percute. Il faut qu'il comprenne, ah ok, là il y a quelque chose pour moi. What's in it for me? Il doit comprendre, ah là ça me parle, là c'est clair. C'est surtout ça en fait la clé. Vos clients potentiels, votre audience, va s'intéresser à ce qu'elle comprend. Si elle ne comprend pas ce que vous vendez, elle ne va pas faire l'effort de chercher à comprendre. Il faut que ce soit percutant d'entrée de jeu. Parce que sinon, vous allez être noyé dans la masse. Il faut que votre message soit clair et qu'il résonne. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Il faut accrocher, il faut raconter des histoires et il faut avoir un message clair. Autrement, votre prospect va simplement être noyé, complètement submergé d'informations et il ne va pas passer à l'action de quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous l'avez compris, c'est le pouvoir des histoires, donc le storytelling. Alors ici, aujourd'hui, maintenant que je pense que vous êtes à peu près convaincu que le storytelling peut être intéressant, d'ailleurs on ne va pas rentrer dans toute la science des hormones que ça peut sécréter, la dopamine, l'ocytocine, etc. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On ne va pas non plus rentrer dans comment raconter une histoire, comment la structurer, même si c'est passionnant. En fait, plutôt que de parler de comment raconter une histoire, j'aimerais qu'on voit comment inviter vos clients idéaux dans une histoire dans laquelle ils seront les héros et qui va vraiment les mettre en immersion et diffuser un message suffisamment clair et suffisamment simple pour qu'ils aient envie de travailler avec vous. Donc on va voir le storytelling de marque, pas celui-là, plutôt celui-ci. Deuxième étape, enfin deuxième partie, deuxième chapitre de cette conférence aujourd'hui, c'est donc les fameuses 7 étapes, celles que je vous tease depuis tout à l'heure. Comment créer un storytelling de marque comme ça en 7 étapes assez facilement. À la fin de la conférence, vous aurez un storytelling de marque. Dans quelques minutes, ça va être très rapide, vous allez comprendre. Quelles sont les 7 étapes? On y va. Première étape, c'est le héros. Dans toute histoire, il y a un héros. La première chose qu'on veut savoir, c'est qui? C'est quoi l'histoire? Si on te met devant un paysage panoramique pendant des heures, tu vas vite t'ennuyer, tu vois. Non, il faut un héros, il faut qu'on comprenne de qui il s'agit. Deuxième étape, je fais une parenthèse, c'est une structure qu'on retrouve dans la plupart des blockbusters. Pas dans 100% des histoires, il y a toujours des histoires plus ou moins originales. C'est une structure qu'on retrouve dans la plupart des histoires. Deuxième étape, le héros rencontre un problème. Et j'irai en détail juste après. Il rencontre un problème, en fait même plusieurs problèmes à plusieurs niveaux, vous allez voir. Un héros rencontre un problème, le héros rencontre ensuite un guide qui va l'aider à surmonter ce problème. Le guide va lui donner un plan pour qu'il puisse surmonter ses péripéties. Un plan qui l'invite à passer à l'action, à échouer, à recommencer, à itérer. Et oui, en général, le héros n'y arrive pas du premier coup, il en bave. S'il n'en bavait pas, il n'y aurait pas d'histoire, ce ne serait pas un héros. Donc le héros a des problèmes, il rencontre un guide qui donne un plan, qui fait passer à l'action, dans le but d'éviter l'échec, le scénario catastrophe, et afin de remporter le succès, le happy end. Voilà les 7 étapes d'un storytelling de marque. Parce que lorsque je me suis interrogé sur comment raconter son histoire de sorte à captiver ses prospects, ses prospects, les deux fonctionnent, je me suis intéressé à ce qui se faisait évidemment au niveau de la littérature aux États-Unis. Et un des auteurs qui propose le storytelling de marque s'appelle Donald Miller. Il a créé un concept qui s'appelle le story brand. Brand voulant dire marque, vous le savez. Donc le story brand, c'est ça. Ça, c'est la structure story brand de Donald Miller et je trouve qu'elle s'applique parfaitement à ce que vous pouvez faire dans votre business. Bon, là, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais on va y aller concrètement. Le Roi Lion. Vous connaissez le Roi Lion, forcément. Eh bien, quand on y repense, c'est une histoire qui suit exactement ce schéma. Donc, j'espère que ça va vous parler. Regardez. Dans le royaume, on a un héros. Le héros, c'est Simba. Et Simba, il a un problème. C'est qu'il y a un méchant qui s'appelle Scar, c'est son oncle. Et Scar, il zigouille son père. Donc ça, c'est un gros problème pour Simba. Il y a un problème que du coup, il se fait chasser de la terre des lions. Il a un problème que du coup, il s'en veut. Il a la culpabilité. Ça, c'est son problème interne. On va y revenir. Et il a un problème philosophique, c'est que c'est pas normal que son oncle soit en train de tout dévaster, en fait. Donc, Simba a un problème. Finalement, il se retrouve dans la jungle et il va rencontrer un guide. En fait, pour cette histoire, il y a 2 guides, c'est Timon et Pumba, qui vont lui apprendre la philosophie du Hakuna Matata. Ça, c'est le plan initial, la philosophie du Hakuna Matata. Finalement, en revirement de situation, il va y avoir quelques actions et il va y avoir quelques éléments déclencheurs. Il va y avoir le singe Rafiki aussi qui va lui donner un élément. Ça, c'est un 3e guide dans cette histoire, si on peut dire.
Dans tous les cas, Simba va avancer dans son périple, il va découvrir des choses sur lui, et finalement, il va se rendre au conflit. Il va retourner sur la Terre des Lions pour défaire son oncle afin d'éviter l'échec et de remporter le succès. L'échec étant, il perd, la Terre des Lions est cramée et Scar règne, et le succès, c'est on vire Scar et on reprend sa place de roi. Et plus encore que simplement découvrir la vérité sur qui a tué son père et rendre le royaume serein, il y a une histoire, il y a un enjeu ici, c'est que Simba devient le roi. Et ouais, c'est ça le vrai enjeu. C'est qui Simba va devenir au cours du processus. Le héros va se transformer, il ne va pas juste accomplir sa mission, il va se transformer. Et vous allez voir que ça a une super importance juste après. Bon, autre exemple, Karate Kid. Vous connaissez Karate Kid? Évidemment, j'adore ce film pour des raisons évidentes. Karate Kid, on a Daniel LaRusso, c'est le héros. Il a un problème, c'est que de 1, il veut séduire une fille, mais il se fait casser la gueule. Et de 2, il veut remporter le championnat de karaté. Double enjeu, objectif externe, atteindre le championnat de karaté, enfin le gagner. Et objectif interne, séduire la fille. Et même... le vrai objectif interne, c'est de gagner le respect de son mentor, Monsieur Miyagi, qui donc est le guide dans cette histoire. Le guide va l'entraîner, va lui donner un plan. Daniel LaRusso va ensuite passer à l'action. L'échec, c'est de perdre le championnat, et de perdre la fille, et de perdre l'estime de Monsieur Miyagi. Et le succès, c'est de remporter le championnat. Ce qui va se passer, spoiler alerte, remporter la fille au passage, bien sûr, et gagner le respect de Monsieur Miyagi, tout va bien. Et en plus, le héros triomphe, donc le problème philosophique est réglé. C'est pour ça que ce film est un succès énorme, parce que le cerveau sécrète une décharge de dopamine quand on résout le problème interne, externe et philosophique en même temps, dans un climax à la fin du film. Bon. Karate Kid, ok? La Reine des Neiges maintenant. Non, je rigole, on va pas faire la Reine des Neiges. Toutes les structures, regardez, faites-le avec moi, appuyez sur pause si vous voulez, imaginez votre film préféré, votre série préférée, Star Wars, Hunger Games, Harry Potter, que sais-je, vous avez une structure comme celle-ci. Un héros rencontre un problème et ensuite il rencontre un guide qui va lui donner un plan pour passer à l'action afin d'éviter l'échec et de rencontrer le succès. C'est la structure narrative de la majorité des histoires. On peut complexifier ça, il y a le voyage du héros, il y a plein de choses. Là, on va se concentrer sur cette structure qui va nous aider pour le business également. Ok? Vous avez autre film, vous avez fait l'exercice? Je vous fais confiance pour imaginer ça juste pour le petit jeu. Donc on va voir les 7 étapes un peu plus en détail. Storytelling de marque. Première étape, le héros. Le héros, on l'a vu dans les exemples, c'est le personnage principal. Et là, point extrêmement important. Vous ne voulez pas être le héros de l'histoire. Ce n'est pas vous le héros de l'histoire. Ce n'est pas vous le héros de l'histoire. Ce n'est pas vous le héros de l'histoire. Je crois que vous avez compris. C'est ultra important de comprendre parce que ça change tout. En tout cas, ça a tout changé pour moi quand je l'ai compris. Le héros est un personnage faible qui a des difficultés. Est-ce que vous voulez être cette personne-là? Et oui, au début de l'histoire, le héros a des difficultés. Hein. Non, vous n'êtes pas le héros, vous êtes le guide. Le héros, c'est votre client. C'est lui le héros de l'histoire. Et vous, vous êtes juste là, le mentor qui va l'aider. Donc, toute l'histoire n'est pas à propos de vous. Vous êtes vraiment en retrait. Toute l'histoire est à propos du héros. Et le héros, c'est important de savoir donc qui il est. Ça, c'est votre avatar, votre client idéal. On définit le héros. On définit aussi et surtout, pas seulement ce qu'il veut dans la vie, mais quelle est l'identité à laquelle il aspire. Qui il veut devenir. Souvenez-vous, dans l'exemple de Karate Kid, Daniel LaRusso, il ne veut pas juste gagner le championnat, il veut devenir quelqu'un de plus confiant, qui sait se battre et qui remporte l'estime de Monsieur Miyagi. Qui veut devenir le héros? Simba, qui veut devenir? Au fond de lui, il veut devenir un vrai roi. C'est ça l'enjeu qu'il y a ici, c'est la transformation identitaire. Donc voilà pour le héros. Deuxième point, le problème. Je crois que c'est le plus important de toute la structure. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Si vous ne parlez pas des problèmes de votre prospect, ils vont se désintéresser de vous. Regardez, si je prends Prison Break, vous connaissez Prison Break? Oh allez, vous connaissez. L'histoire, c'est que Michael Scofield va se faire incarcérer dans la même prison que son frère pour le libérer, parce qu'il estime que son frère a été condamné à mort suite à une injustice, suite à un complot. C'est le topo de base. Imaginez qu'au bout de 3 épisodes de Prison Break, le directeur de la prison convoque les médias et dit « Attendez les gars, attendez, parce que il y a une boulette en fait. Lincoln Burroughs, il est innocent, on s'en est rendu compte, il est innocent, donc il va sortir dans 3 jours. Et puis Michael Scofield, il va sortir aussi, il va rejoindre son frère, et ils ont déjà prévu de se faire un petit barbecue mardi prochain. Qu'est-ce qui se passe pendant les autres saisons? Qu'est-ce qui se passe pour le reste des épisodes s'il y a plus de problème? On va les voir se faire leur barbecue, on s'en fout en fait. L'histoire n'a plus d'intérêt parce qu'il n'y a plus de problème.
Imaginez un film où il y a une bombe à désamorcer, et on a 1h30 comme ça de film où on a une tension, on a un enjeu de désamorcer la bombe, et au bout d'un quart d'heure, on apprend que en fait, c'est une bombe factice. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'enjeu. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Donc concentrez-vous sur le problème. Mais je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a 3 niveaux de problème. Il y a le problème, alors interne, certes, c'est le externe qui est le plus évident. Le problème externe, c'est qu'est-ce que votre prospect veut? C'est quoi l'objectif qu'il veut atteindre? Est-ce que c'est augmenter ses revenus? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est avoir des nouvelles relations? Ça, c'est le problème externe, c'est le problème apparent dont il est conscient et dont il veut bien parler. Ça, c'est le problème externe. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le problème interne de votre prospect. C'est qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce problème externe? Tu veux gagner plus d'argent? Mais au fond, c'est pas plutôt pour développer des compétences, c'est être sûr de toi et te sentir autonome? Est-ce que c'est pas plutôt pour te sentir libre? Est-ce que c'est pas plutôt pour gagner le respect de tes parents? C'est ça le vrai problème interne, c'est ça le challenge. Tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est pas au final pour avoir l'estime de toi? Est-ce que c'est pas au final pour être aimé et reconnu? C'est quoi la douleur interne? Beaucoup de personnes communiquent sur le problème externe de leur prospect, mais oublient de parler des émotions qu'il y a derrière. Et les émotions sont cruciales, parce que le portefeuille de vos prospects est plus proche de leur cœur que de leur tête. Donc parlez aux émotions. Et pour ça, certes, les histoires, mais surtout le problème interne. Il y a également un problème philosophique, on ne va pas aller très loin ici, c'est juste l'enjeu, qu'est-ce qui n'est pas juste, en quoi le bien doit triompher. C'est pas normal qu'il y ait des personnes qui souffrent sur cette terre et je veux m'investir pour cette cause-là. C'est un peu ça. C'est pas normal que des gens soient contraints d'être salariés alors qu'ils pourraient être indépendants s'ils le souhaitaient, donc je veux lutter contre ça. Voilà, ça c'est par exemple un problème philosophique, c'est le plus grand enjeu en fait, c'est la mission à laquelle on peut adhérer. C'est intéressant de connaître le problème philosophique que trouve votre prospect, c'est pourquoi il a envie de se battre au fond. Quatrième élément en fait, du problème, on peut rajouter le méchant, parce que ça c'est facultatif, mais ça peut être très utile. Effectivement, une bonne histoire, c'est souvent quand il y a un bon méchant, parce que ça crée de la tension, ça crée un conflit, et ça peut être utile dans votre business d'avoir un méchant contre lequel se battre. Regardez, je vais vous faire une confidence, c'est peut-être la clé de cette conférence. Je sais comment résoudre tous les conflits sur Terre, toute la guerre dans le monde, vraiment, et ça va peut-être vous surprendre. En fait, il y a un événement qui pourrait faire que tous les conflits sur Terre s'arrêtent et qu'il n'y ait plus de la guerre entre les humains. Ça serait quoi, selon vous? Une invasion extraterrestre. Le jour où on se fait envahir par des hommes verts ou des trucs bizarres, je vous garantis que là, les humains vont arrêter de se foutre sur la gueule et qu'ils vont tous se concentrer sur battre l'ennemi commun. Créer un méchant, créer un ennemi commun, c'est un excellent moyen de fédérer. Donc pensez à ça lorsque vous créerez votre méchant. Alors tapez pas sur des gens physiquement, quand vous créez un méchant, c'est un méchant théorique, vous battez contre une idée. Mais ça, je pense que vous l'aviez deviné. Troisième étape, c'est le guide. Alors le guide, c'est Dumbledore, c'est Gandalf, c'est Yoda. En général, si t'as pas une barbe, t'es pas un guide. Dans l'inconscient collectif. Non, en vrai, c'est vous le guide. Là, on parle de vous. Dumbledore, c'est vous. Vous êtes Dumbledore, quoi. Le guide, il a besoin de 2 éléments pour être vraiment pertinent auprès du héros. Le guide, il n'a pas besoin de raconter toute sa life. On n'a pas besoin de savoir que son entreprise a été créée en 1905 par son arrière-grand-père. On n'a pas besoin de connaître toute l'histoire, tous les awards, tout ça. Non, on a juste besoin de savoir 2 choses. C'est le guide. Est-ce qu'il a de l'autorité et est-ce qu'il a de l'empathie? En clair, est-ce qu'il est balèze et est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il a ce que je veux? Donc il est fort, il a de l'autorité. Et est-ce qu'il est passé par là où je suis et peut me transmettre le raccourci? Ça, c'est l'empathie. Ok? Ça, ce sont les 2 clés d'un guide, autorité et empathie. Comment est-ce qu'on crée de l'autorité? En mettant en avant évidemment ses succès, les personnes qu'on a aidées. C'est award, certes, mais il faut pas... Enfin, c'est award, c'est plutôt vu dans les médias ou les récompenses que vous avez eues, etc. Votre CV dans certaines circonstances. Ça, c'est comment faire preuve d'autorité. L'empathie, c'est pas juste dire hey, « je suis l'expert, je suis le plus fort et je suis sur mon trône ». Non, si vous êtes dans cette posture d'expert, vous allez être inaccessible et le héros ne va pas vouloir d'un guide qui est inaccessible. Le héros ne veut pas d'un guide qui n'est jamais là pour lui. Le héros veut un guide qui a été héros jadis et qui a surmonté les obstacles et qui maintenant peut lui montrer la voie. C'est ça un guide, c'est ça un mentor. L'empathie, c'est expliquer au héros « je sais ce que tu ressens, parce que je suis passé par là aussi ». Sauf que j'ai réussi à surmonter les obstacles et maintenant je te montre comment faire. Dans Hunger Games, Katniss,
incarnée par Jennifer Lawrence, en tout cas dans le film, pas dans les livres évidemment, elle veut remporter le Hunger Games pour délivrer son district, etc. Son mentor, c'est qui? C'est Emwish. Non, je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Son mentor, lui, il a déjà remporté le Hunger Games. Donc il va l'aider à résoudre le défi, à résoudre le problème. Parce qu'il est déjà passé par là, donc il a de l'autorité et il a de l'empathie pour la fille. Donc autorité, on l'affiche avec le crédit qu'on a. L'empathie, c'est typiquement montrer que vous avez à cœur d'aider vos clients. C'est les deux seuls éléments qu'on doit avoir. Là, vous allez vous dire, ok, mais Meryl, c'est quoi la place de mon histoire personnelle? On dit souvent, il faut raconter son histoire. Oui, mais il faut bien le faire. Le seul intérêt que vous racontiez votre parcours et votre histoire à vos prospects, le seul intérêt, c'est qu'ils comprennent que vous étiez là où il est et qu'aujourd'hui, vous êtes là où il veut être. C'est les deux seuls enjeux. Tout le reste, tout ce qui ne rentre pas dans ces deux cases, à savoir autorité et empathie, ça n'a rien à foutre là. On s'en fout de combien de chats vous avez à la maison si ça ne sert pas le propos. On s'en fout de toutes les carrières que vous avez eues. On ne veut pas connaître tous vos métiers, tout votre CV. On veut juste connaître les 1 ou 2 ou 3 événements qui vraiment vont me concerner en fait. En quoi ça me concerne? What's in it for me? On en revient encore à la même chose. Donc voilà les deux caractéristiques d'un guide. Maintenant, oui, un truc important, c'est que demain je perds du poids. Je vois un diététicien. Même si imaginez, j'arrive vers le diététicien et je lui dis écoutez, je suis super enthousiaste d'être avec vous, j'ai envie de perdre 10 kilos et je suis super motivé. Imaginez qu'il me réponde vous voulez perdre 10 kilos? Génial, moi aussi! Je crois que je suis chez le mauvais diététicien parce qu'il n'a pas l'autorité. Vous voyez, donc c'est super important d'avoir ces deux postures quand on est guide. Étape suivante, le plan. Alors le plan, moi j'aime bien le voir de deux manières, suivant où en est votre client. Donc le plan dans les histoires, vous savez, c'est quoi le plan pour réussir? Mais comme un général de bataille, un général de guerre célèbre l'a dit, un plan de guerre, c'est pas fait pour être respecté, c'est fait pour mettre en mouvement. Les plans sont jamais respectés. C'est dans la nature en fait. Mais ça donne au moins une direction. Donc quand vous en êtes au stade d'être en face d'un prospect, on va dire, de l'encourager à accéder à votre ligne magnète ou à la première étape de votre tunnel de vente, j'espère que je ne parle pas chinois, le plan, j'aime bien le voir comme un appel à l'action en 3 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici pour des questions de timing, mais l'idée c'est de donner une direction claire. Le plan que vous donnez, c'est pas toutes les étapes pour aller vers la réussite, c'est pas toutes les marches de l'escalier. Le plan c'est, voici la première marche, voici celle d'après, et voici la dernière à laquelle on va aller. Entre-temps, on verra ensemble. Mais tu as juste besoin de connaître étape 1, étape 2 et étape 3. C'est un plan clair. Étape 1, tu commandes mon PDF gratuit. Étape 2, tu consommes le contenu. Étape 3, tu as les résultats dans ta vie. Étape 1, tu t'inscris à mon webinaire. Étape 2, tu découvres ma stratégie. Étape 3, tu as les résultats que tu veux. C'est ça, c'est un plan clair. 1, 2, 3. Moi, la dernière fois, je devais choisir entre 2 bouteilles de jus de fruits au centre commercial. Je regarde, ok, 2 bouteilles quasiment identiques. Et sauf qu'il y en avait une sur l'emballage, c'était marqué étape 1, ouvrir la bouteille, étape 2, la consommer, étape 3, la recycler, je sais pas quoi. Il y avait un plan d'action clair et c'était stupide, mais ah ouais, ils savent me driver. Non, le meilleur exemple, c'est avec les pâtes express, les pasta box, les machins. 1, ouvrir, 2, mettre au four à tel degré, 3, vous régaler. C'est un plan d'action qui marche parce qu'on nous dit exactement quoi faire. Donc le plan. Et deuxième étape du plan, c'est d'avoir un plan donc, pour vos prospects et d'avoir un plan pour vos clients. Le plan pour les clients, c'est quelle est votre méthodologie pour les faire passer du point A au point B, pour les faire passer de héros au succès. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de créer une méthodologie qui vous est propre avec un nom, une méthode signature en fait. Donc ça, c'est ce que je vous recommande. C'est la méthode signature. Vous pouvez rajouter le petit TM derrière, ça rend toujours les choses plus puissantes. Bon. 5e étape, c'est faire passer vos prospects à l'action. Donc, il va tenter, il va échouer, il va itérer, il va recommencer. Dans toutes les histoires, c'est comme ça fait partie du processus. Quant à vous, d'avoir un appel à l'action clair et ne pas avoir peur d'engager vos clients. L'échec. Donc là, votre prospect passe à l'action, on veut qu'il évite l'échec, on veut qu'il ait le succès. Mais c'est super important que votre prospect soit conscient de l'échec qu'il va éviter. C'est important de le dire, voilà où je veux t'emmener. Mais c'est super important de le dire aussi, attention, si tu ne travailles pas avec moi, voici ce qui va se passer. Tu vas rester dans ta vie de misère. Tu vas continuer d'avoir le problème. En quoi ça va amplifier les douleurs dans ta vie de conserver ce problème externe? En quoi ça va être un problème pour toi d'avoir encore ce problème interne? Est-ce que tu trouves ça juste de vivre encore ce problème philosophique?
Est-ce que c'est normal de laisser gagner le méchant? Si pour toi c'est normal, vas-y. Tu travailles pas avec moi, tu restes dans l'échec. C'est ça en fait qu'on est en train de dire à notre prospect dans notre communication. Mais là où je mets une énorme astérisque pour attirer votre attention, vous le voyez à l'image, c'est que l'échec, ça va être une pincée de sel. Vous prenez un plat, vous mettez un peu de sel, ça relève le goût. Vous prenez un plat, vous mettez trop de sel, le plat est mort. C'est pareil pour l'échec. Si vous en mettez un soupçon, votre prospect va se dire « Ah, c'est vrai que j'ai pas envie de vivre ça ». Si vous en mettez trop, c'est foutu, vous allez tout gâcher. Il va se dire too much, trop de scénarios catastrophes, et soit c'est plus crédible, soit vous le sortez, soit vous le découragez. Donc c'est juste à manier avec précaution. Mais il faut en parler pour que le prospect en ait conscience. Et enfin, le happy end, le succès. Le succès, qu'est-ce qu'il va atteindre? Donc là, le succès, c'est quoi? C'est résoudre le problème externe. C'est j'avais un objectif de gagner 3 000 € par mois en tant qu'indépendant ou en tant que freelance. Boum, vous avez aidé votre prospect à faire ça. Il a le succès, il triomphe, c'est le happy end. Il a résolu le problème externe. Ça y est, il faut lui faire visualiser ça. Quand je dis visualiser, justement, c'est avec des mots, mais c'est aussi avec les images de succès, les témoignages clients, bien sûr. Faire visualiser le succès à votre héros. Mais mieux que ça, vous vous en souvenez, l'échec, c'est aussi et surtout quelle personne il va devenir au cours du processus. Pour ceux qui connaissent Breaking Bad, on voit bien que le héros a une transformation incroyable. Est-ce qu'elle va dans le bon sens, dans le mauvais sens? C'est pas le propos. Mais il y a une transformation. Le héros du début n'est plus le héros de la fin. Il y a un héros 2.0. Et bien le succès, c'est ça. C'est dire, non seulement j'ai résolu mon problème externe qui était ça, mais en plus j'ai résolu mon problème interne et mes émotions et je me sens mieux. Et au cours du processus, je suis devenu une meilleure personne. Et j'ai acquis l'identité dont je rêvais en premier lieu. Voilà la transformation que vous voulez faire vivre, la transformation identitaire. C'était les 7 étapes du storytelling de marque. Il y a beaucoup d'informations, je sais. On va voir un petit peu concrètement comment on peut l'appliquer. Je vais vous donner quelques pistes, mais là, vous avez au moins la trame globale. Alors, quelques succès, quelques exemples. Alors, ça, c'était pour l'exemple du Funnel Network. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette trame-là. Funnel Network, qui m'ont produit pour les personnes qui font du marketing de réseau. Mon héros sont des gens qui font du marketing de réseau. Le problème externe qu'ils rencontrent, c'est qu'ils veulent plus de parrainage, plus de succès, plus de chiffre d'affaires. Le problème interne, c'est qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance et que ça les pèse, et qu'au final, ils voudraient être indépendants, quitter leur patron, rendre leur famille fière. Ça, c'est leur problème interne. Le problème philosophique, c'est que c'est pas normal d'être plafonné dans ses revenus alors qu'on peut croquer la vie. Voilà les problèmes que rencontre mon prospect pour le Funnel Network. Le guide, évidemment, c'est moi, et lorsque je leur partage mon histoire, notamment en webinaire ou en conférence ou dans mes contenus, je montre comment j'ai quitté Sciences Po pour me lancer dans le marketing de réseau, comment j'ai atteint le top 1% mondial de 2 compagnies, comment j'ai tout perdu et vécu un surendettement suite à cette aventure-là, et comment j'ai remonté la pente grâce aux stratégies du marketing digital, grâce au tunnel de vente. Tunnel de vente que je vais leur enseigner, c'est-à-dire mon plan, leur montrer en quoi les tunnels de vente peuvent totalement tout changer dans leur activité et les aider à se digitaliser. Ensuite, je les fais passer à l'action en rejoignant ma méthode propriétaire, le Funnel Network, afin qu'ils évitent l'échec, de stagner dans les problèmes qu'on a vus et de remporter le succès, à savoir d'obtenir tel résultat, et je leur donne les témoignages de mes meilleurs succès clients, ou en tout cas de la moyenne, pour qu'ils soient inspirés à devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Voilà l'exemple que j'utilisais pour le Funnel Network, que j'utilise encore depuis des années. Autre exemple, c'est quelqu'un que j'ai accompagné dans la création de sa marque et de son storytelling. C'est un ami proche. En fait, je vous parlais de Christopher. Christopher a vu que j'avais mis en place le Funnel Network, ça fonctionnait bien pour moi. On se connaissait déjà depuis des années. La différence, c'est qu'il n'en était pas encore là. Et lui aussi, il avait envie de monter une activité en ligne, mais il avait du mal à s'y prendre. Il était salarié pendant un temps, et puis sa boîte a fait des bêtises, et il s'est retrouvé licencié, il n'a rien pu faire, c'était pas de sa faute. Il n'était pas en contrôle, on va dire. Un jour, il vient me voir à Reims, on se prend un Subway ensemble, je me souviendrai toujours, et il me dit, écoute Meryl, ça fait 1 an que je touche le chômage, mes droits s'épuisent dans 15 jours. Je fais, ah mince, du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi, t'es au RSA et tes revenus vont descendre à 500 € par mois? Il fait, non, je refuse cette idée. J'ai même pas fait les démarches. Dans 15 jours, j'ai plus rien parce que je refuse d'être au RSA, je veux monter mon business en ligne, je vais y arriver. Je dis, ok, on se lance ce défi. Pendant 15 jours, Christopher est venu chez moi, on s'est penché sur son business, sur sa marque, on a créé ça. Et on s'est interrogé sur quelle était son histoire, qu'est-ce qu'il avait de singulier à raconter, quelles étaient ses forces, quel était son storytelling, qu'est-ce qu'il pouvait apporter au monde. On a packagé ça dans une formation en ligne, le programme Rebelle,
revenu extra banque en ligne, on a découvert que lui, en tant qu'expert des banques en ligne, il était capable d'enseigner au grand public à faire la même chose et à se dégager un revenu à temps partiel. Le principe de Christopher, c'est qu'il utilise le système d'affiliation bancaire, non pas pour toucher 100 ou 200 ou 300 euros comme les parrainages le présupposent, mais vraiment pour en vivre et bien en vivre. Et il voulait enseigner ça eh bien, à son audience. Donc ça, c'est le plan qu'on a mis en place. On a créé le programme Rebelle. Belle, c'est pour banque en ligne, Rebelle parce que c'était cool. Et vu qu'au moment où on a créé cette marque, c'était la mode de la Casa de Papel, vous vous souvenez, sur Netflix, eh bien, on a carrément renommé sa communauté la Casa des Rebelles. Et on a créé tout ce branding autour de ça, si bien qu'il a donné certains coachings en combinaison de Dali pour vraiment aller au bout de la métaphore, sachant que dans la Casa des Papel, il braque des banques. C'est toute une histoire à découvrir, hein. C'est pas ce que fait Christopher, mais il y a un parallèle entre braquer des banques, sauf que Christopher, son slogan, c'est on braque les banques légalement et elles sont ravies qu'on le fasse. Donc bref, on a fait un parallèle, on a créé une marque, Casa des Rebelles, et depuis, Christopher non seulement n'a pas été au RSA, mais 15 jours après cette date du Subway, on ouvre les portes pour sa formation et le premier soir, on fait ses premiers 2088 euros. C'est rien du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pour lui, c'était énorme. C'était à la fois très peu et à la fois énorme, parce que c'est pas tant qu'il a gagné son ancien salaire en l'espace d'une soirée, c'est surtout qu'il a compris, waouh, mais c'est possible. Et ça a tout changé. 3 ans plus tard, il est à plus de 200 000 euros générés avec cette activité, alors que tout est parti d'un sub 30. Moralité, prenez poulet curry et mettez quelques concombres dans votre sandwich pain italien. Voilà pour l'histoire de Christopher et pour illustrer un petit peu tout ça, mais je pourrais aller très loin. Le storytelling, il est appliqué de plein de manières. Là, on a vu le storytelling de marque avec les 7 étapes, parce que je pense que c'était pertinent d'aller sur cet axe-là aujourd'hui, mais on pourrait ouvrir le storytelling, c'est tellement plus vaste que ça. Et si vous pensez à toutes ces grandes personnes que vous voyez à l'écran, ce sont des storytellers hors normes, des personnes qui savent véhiculer des émotions, véhiculer des histoires. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous convaincre que le storytelling est la compétence clé pour développer votre business aujourd'hui? Si je prends l'exemple ici de Tony Robbins, quand je suis allé le voir à son séminaire en 2015, vous savez, le séminaire où on marche sur le feu, etc., ça c'est quand même dingue. Il faut vraiment changer l'histoire qu'on se raconte dans sa tête pour se convaincre de marcher sur des braises ardentes à 800 degrés. C'est un truc incroyable. Tony Robbins, tout son séminaire, c'est que des histoires, que des anecdotes. David Laroche, pour prendre l'exemple, là j'enregistre depuis une chambre d'hôtel, c'est parce que j'étais justement en séminaire pour aller me faire coacher par David Laroche. L'essentiel de son séminaire, c'est des histoires. Sans plaisanter, c'est un des plus grands storytellers que je connaisse. Histoire, histoire, histoire. Ces conférences, c'est que des histoires. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on transmet le plus des émotions et qu'on fait retenir les gens. Les gens retiennent les histoires. On ne retient pas les informations. Mais je pense et j'espère que vous allez retenir des éléments de cette conférence parce que la forme était la forme, déjà, c'était une histoire autour de Netflix. Et le fond, on a parlé des histoires et je vous ai raconté des anecdotes. Vous n'allez pas tout retenir, mais vous allez peut-être retenir l'histoire du Subway. Vous n'allez peut-être pas tout retenir, mais vous allez peut-être retenir qu'il y a un mec qui a parlé du Roi Lion avec un diaporama Netflix et que, ah oui, du coup, le storytelling, c'est important. C'est ça le but, transmettre des émotions. Idriss Aberkan, ses conférences, c'est que des histoires. Steve Jobs, un des plus grands storytellers de l'époque moderne, bien sûr, avec son fameux slogan « 1000 chansons dans votre poche » pour définir l'iPad, c'est incroyable. Oprah Winfrey, storytelling. Oussama Hamar, qu'on l'aime ou pas, storytelling. Et si je vais du côté des conférenciers, Jordan Peterson, storytelling. Barack Obama, un des présidents les plus appréciés parce qu'il fait du storytelling. J.K. Rowling, évidemment storytelling, J.K. Rowling, évidemment, parce que Harry Potter, tout simplement. Et quand vous regardez les youtubeurs les plus appréciés dans la francophonie, et même dans le monde d'ailleurs, il y en a plein d'autres, Squeezie, son format qui cartonne, c'est de raconter des histoires. Seb, anciennement Seb la frite, on aime ou on n'aime pas, plusieurs millions d'abonnés, c'est des histoires incroyables. Et storytelling everywhere. Là, je prenais l'exemple des youtubeurs, j'aurais pu mentionner McFly et Carlito. Comment est-ce qu'ils ont fait leur succès sur un concept qui s'appelle concours d'anecdotes? Il faut le faire, il n'y a bien que ce format-là pour que des youtubeurs français puissent faire une vidéo avec le président de la République. On aime, on n'aime pas, encore une fois. Mais n'empêche que c'est comme par hasard, le format concours d'anecdotes qui a fonctionné pour attirer le président de la République sur une vidéo YouTube. Vous voyez un petit peu le pouvoir que ça peut aller si on pousse le concept. Donc le storytelling est partout. C'est ça le message que je voulais vous partager ici. Donc maintenant, pour aller plus loin, je suis vraiment ravi d'avoir partagé cette conférence. Je pense que vous avez pu ressentir mon enthousiasme et je voulais vraiment vous servir. Donc j'espère que c'était concret, j'espère que c'était efficace. Tout ce qu'on a vu là,
pour aller plus loin, vous pouvez l'implémenter. C'est pas juste vous avez une histoire en 7 étapes et c'est bien. Non, c'est 7 étapes pour raconter une histoire, telle que je l'ai fait avec le Subway, telle que je l'ai frameworké pour le Funnel Network. Je fais beaucoup d'anglicisme, navré. Mais cette histoire, vous pouvez l'utiliser après sur votre landing page, vous pouvez l'utiliser dans vos contenus, vous pouvez l'utiliser partout. On n'a pas le temps ici d'aller en profondeur. Évidemment, on ne peut pas passer des heures ici immédiatement. Mais justement, pour aller plus loin, je vous encourage déjà à retenir l'essentiel et je vais vous donner dans un instant les bonus suite à cette conférence. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, j'espère que vous avez déjà retenu quelques histoires, quelques idées, mais 3 points que j'aimerais que vous preniez avec vous. Première chose, vous n'êtes pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est votre client. Vous êtes le guide qui résout le problème. On est d'accord là-dessus? Deuxième point, offrez une transformation identitaire à vos prospects. Quelle est la vraie identité que vous offrez à vos clients? Quel est le vrai changement? Quelle est la personne que vous aidez à devenir avec vos produits, services, opportunités ou autres? Et troisième point, partagez des histoires parce que le storytelling, c'est le meilleur moyen de convaincre, c'est le meilleur moyen de faire retenir des choses de gens, c'est le meilleur moyen de capter l'attention et inviter les gens dans une histoire, c'est le meilleur moyen d'avoir un message clair qui leur parle et qui du coup les font travailler avec vous. C'est vraiment les 3 points que je voulais vous partager. Donc maintenant, nous avons vu une chose, c'est que vos clients potentiels, ils ne vous ignorent plus maintenant, ils vous adorent grâce au storytelling de marque. Et si vous êtes un petit peu filou, si vous êtes un petit peu malin, vous avez probablement dû voir que pour cette conférence, j'ai appliqué le storytelling de marque. On est parti d'un problème, donc le héros c'est vous, le problème c'est que vos prospects vous ignorent, on est parti de ce postulat-là. Évidemment, je me suis présenté comme un guide. Qui est-ce? Donc qui suis-je? Je vous explique un petit peu en quoi je suis crédible ou en quoi j'ai des éléments d'autorité et d'empathie. Le plan que je vous ai proposé, c'est 7 étapes pour le storytelling de marque et je vous ai donné de quoi passer à l'action. Le but, c'est d'éviter que vos prospects vous ignorent et le succès, c'est que maintenant, ils vous adorent grâce à ma méthode, le storytelling de marque et que, je l'espère, suite à cette conférence, vous avez déjà fait un pas vers votre nouvelle identité de storyteller. Merci d'avoir suivi cette conférence avec moi. Vous pouvez récupérer vos cadeaux offerts. Vous avez juste à prendre en photo l'écran. Prenez votre téléphone immédiatement, hein, ça ne mange pas de pain. Vous allez sur le Scan Me. Vous prenez en photo le QR code, ça va vous renvoyer vers un lien. Là, vous arrivez sur une page de mon côté où je vais pouvoir vous donner les slides. Je vais vous offrir les slides de la conférence, comme ça vous les aurez quand même en support, ainsi qu'un autre cadeau, notamment un workbook pour aller plus loin là-dessus. Et garder le contact si jamais le cœur vous en dit pour qu'on continue d'avancer sur le sujet du storytelling. Si vous, pour une raison X ou Y, vous n'arrivez pas à passer le QR code, juste vous allez sur le lien merilcamus.fr/momentum cadeau, parce que c'est un cadeau dans le cadre de cette conférence-là. J'espère que ça vous a plu, c'était un plaisir pour moi de vivre ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite de l'autre côté.